Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité, acteur, chanteur, humoriste français, plus de 15 ans de carrière. Il est devenu connu du grand public avec son titre Le Premier Succès. Ce soir, tu vas prendre, suivi d'une trentaine de titres et clips, une vingtaine de rôles au cinéma et tout autant à la télévision. Vous avez pu le voir l'année dernière au théâtre avec la pièce à succès Une situation délicate. Désormais, Max Boublil nous présente son nouveau spectacle Maximilien. Il sera à la Cigale les 15 et 16 mars prochains et en tournée dans toute la France. L'occasion bien sûr de découvrir ou redécouvrir notre invité sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Max Boublil. Bonjour. Vous êtes en parallèle sur une autre radio, je crois, un petit peu le même, sur le même créneau horaire. Donc là, pour dire, on est bien en direct. Ah, on est bien en direct. Ah oui, c'est vrai, exactement. C'est vrai qu'il y a les grosses têtes en même temps. J'ai Mais vu c'est ça ici ce matin. le vrai direct. Et on est en vrai direct aujourd'hui. C'est vrai. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui pour découvrir bien sûr votre actualité, mais aussi, comme le veut la tradition dans cette émission, découvrir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. Et pour démarrer, je vais vous demander de vous décrire en 3 mots. Ah, écoutez, je m'attendais pas à cette question. Je dirais gentil garçon, fanfaron. Ça vous va? Ok, bon, ça vous va à vous, c'est vous qui Utilisé décidez. des mots. Ouais, c'était. Je sais pas. C'est ce qui m'est venu là, voilà. Et un troisième. Un troisième, parce qu'il y avait garçon dedans. Ah, gentil garçon, fanfaron, c'est ça fait bien, 3. c'est Mais bien. je peux dire Allez, espiègle. Ça fonctionne très bien Espiègle. aussi. Espiègle, parfait. On va voir si ça colle avec votre personnalité tout au long de cette émission. Bien Mais sûr. pour démarrer, le début, toujours le début. Maximilien Boublil, vous êtes né un 17 mai dans les années 70, fin des années 70, dans non, une famille de presque les juifs 80. tunisiens. C'est vrai, c'est bien de le dire. Votre père est médecin généraliste, votre mère auteur de contes pour enfants, vous êtes fils unique. Quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu et dans quel cadre vous avez grandi? J'ai grandi dans un cadre très bienveillant, on me laissait beaucoup de liberté quand j'étais petit. J'ai été très tôt à l'école tout seul. Je crois que j'ai été à l'école parce que moi maintenant qui est 2 filles, ça paraît fou, mais je crois que j'allais à l'école à partir de 7 ans tout seul dans Paris. Donc je me débrouillais très très vite. J'ai été assez élevé dans beaucoup de liberté, c'est-à-dire que je faisais à peu près ce que je voulais. C'est pour ça que je suis devenu un enfant mal élevé. C'était l'éducation positive avant l'heure. Est-ce que vous pensez que cette éducation-là, avec cette autonomie, cela a joué dans votre carrière? Je pense qu'on m'a laissé tellement libre que voilà, j'ai toujours un peu fait ce que je voulais. C'est-à-dire que quand j'ai décidé d'arrêter mes études pour devenir comédien ou humoriste, on m'a laissé libre de faire un peu ce que je voulais. Tout ce que faisaient mes parents, c'est juste qu'ils m'ont dit tu te débrouilles, on va pas te donner d'argent, mais tout ce que tu veux, tu le fais. Sois heureux. Sois heureux et démerde-toi, quoi. Vous n'aimiez pas trop l'école, vous venez de nous le dire un peu en filigrane, tellement pas que votre prof, que vous n'aimiez pas beaucoup, vous aviez juré de ne plus retourner en cours et vous fuguiez. Non, ça c'est pas. J'ai pas toujours détesté l'école. Hein. Il y a des cours. C'est arrivé à quel moment? Ça c'était au lycée parce qu'à un moment j'étais dans un lycée public à Saint-Lazare et il y avait une prof de maths qui était assez dure et je me souviens qu'une fois j'avais oublié mon devoir de maths à la maison que j'avais mis beaucoup de temps à faire et le jour où elle prend les copies, elle me dit mais comme quoi j'avais déjà un vent de liberté et de rébellion qui soufflait en moi, c'est-à-dire qu'elle m'a dit alors c'est un 0. J'ai dit si vous me mettez 0 sur ce devoir, je quitte l'établissement, je quitte l'école. Elle me fait n'importe quoi, donc je me lève, je pars dans le couloir et je me souviens qu'elle me courait. Elle était très méchante. Je vais pas donner son nom, mais je la trouvais assez malveillante, cette professeure. Il y a plein de profs qui m'ont plutôt donné envie et qui m'ont donné goût à l'éducation et qui m'ont inspiré, qui m'ont donné envie de faire du français, de l'histoire géo, tout. Mais celle-là, cette prof de maths, elle était pas sympa, elle était pas bienveillante. Et donc, elle me courait après, derrière, vous n'avez pas le droit de partir de l'école, vous n'avez pas le droit. J'ai dit, j'en ai rien à foutre, je me casse de l'école. Et je me souviens que le proviseur avait appelé chez mes parents le soir même en disant, non mais il peut pas partir comme ça, il faut qu'il donne sa démission et tout. Mais j'ai dit, non, c'est une injustice, j'avais fait mon devoir, elle a pas à me mettre 0. Mais vous êtes quand même retourné en classe après? Mais quelques jours, je crois qu'il m'avait donné un blâme, un truc comme ça, et j'ai dit, non, moi en fait, non, je fais ce que je veux. Enfin, moi, je suis libre.
On est dans un pays libre. J'avais plus de 16 ans. Si j'avais envie de quitter les cours, je quittais les cours. Vous avez quand même continué. À 18 ans, vous ratez votre bac, mais de peu quand même. Ouais, Max parce que Boublil, alors il faut expliquer aussi que tous les profs, j'ai pas détesté. J'avais un prof d'économie, de sciences éco qui me donnait envie, qui nous parlait, qui nous faisait rire, qui nous parlait de 1000 sujets d'actualité, qui s'appelait Monsieur Gonzalez, qui était super et qui était très bienveillant, lui par contre. Et lui, il donnait envie. J'avais envie d'assister à ses cours. J'avais envie de l'entendre nous parler. J'avais envie de rigoler avec lui. J'avais envie qu'il m'instruise. Mais cette prof de maths là, comme certains profs peuvent être merveilleux, elle ne l'était pas. Et elle ne méritait pas que je sois son élève. Vous décidez d'arrêter les études et vous décidez surtout de devenir comédien avec quand même quelques bases établies plutôt avec le caméscope de vos parents. Ouais, alors ça je l'ai fait très tôt avec les potes, ça, c'est quand on était plus jeune. Mais en fait, moi au début, j'étais comédien. Je vais vous dire tout à fait par hasard. C'était dans un but totalement mercantile. Au début, j'avais un pote qui s'appelait Rudy Rosenberg, qui commençait, que j'embrasse, qui est devenu un super réalisateur. Et pour vous dire la vérité, il commençait à tourner des pubs et des téléfilms, des trucs comme ça. Et un jour, on discute ensemble et il me dit, voilà comment cette vocation est née. Même si j'avais au fond de moi toujours envie de faire le clown et de faire des conneries, je lui ai demandé, mais combien t'es payé pour la pub Carrefour là que tu fais demain? Et je crois qu'on avait 17 ou 16 ans. Et il me dit, 3000 francs. Je dis, quoi? 3000 francs pour une journée de tournage? J'ai dit, mais je veux faire ce que tu es en train de faire. Et c'est comme ça que j'ai commencé en vrai. On embrasse Franprix et Leclerc, hein, je suis obligée de le dire. Et fin des années 90... Et on embrasse l'argent aussi. Effectivement, et oui. Et justement, fin des années 90, vous avez 21 ans. Vous commencez une carrière de comédien. Fin des années 90, attends, pas du tout. C'est pas ça? Pas du tout. Moi, en 2000, j'avais 20 ans. Je suis né en 79, 2001, en 2001, j'avais 21 ans. Vous me vieillissez, arrêtez de me vieillir. Elle dit que je suis né dans les années 60, elle veut me faire passer pour un coulant. Fin des années 80. Je sais que vous recevez des vieux hommes politiques qui perdent leurs cheveux et qui sont chauves et qui sont croulants. Je suis encore jeune. Max Boublil. Je vous laisse constater avec cette caméra, je suis encore jeune. Mes cheveux sont noirs, je ne l'éteins pas, contrairement à beaucoup d'artistes. Je vois que vous tenez à votre jeunesse et je vous la laisse parce que c'est le cas. Vous allez décrocher plusieurs rôles dans les films Les Gaou, Doo-Wop ou encore TIC, des téléfilms, Le Bon Film, séries télévisées comme Sous le Soleil, Navarro, qui est numéro 1, etc. Ouais. Et plusieurs publicités, enfin 3, notamment celle-ci. Wesh, ça va? Ça va. Eh mais tu cocottes. Bah ouais, on attrape pas les meufs avec du vinaigre. Ah mais toi? Là, faut que ça sente bon si tu veux qu'il y ait une gonzesse qui mette la langue. Alors, je vais pas faire mon Jordan de luxe, mais puisqu'on a parlé d'argent, combien vous avez gagné pour cette publicité? Est-ce que pour vous Yop à l'époque, ça me paraissait énorme. J'ai gagné 3000, c'était en francs, 20 000 francs, 3 000 euros. C'est quand même beaucoup pour une publicité. C'est beaucoup, elle passait tous les jours à la télé, les gens ils m'appelaient Yop dans la rue. Non, c'est pas beaucoup, c'est une très mauvaise affaire. Vous avez rien touché sur la... Je pense que ceux qui vendent des pompes à chaleur, ils gagnent plus d'argent que moi. Ah oui, ça j'en doute pas. À ce stade, j'embrasse tous mes cousins, en effet. À ce stade, Max Boublil, vous estimez que... Et quand ils vous disent que c'est gratuit la pompe à chaleur, c'est parce que c'est l'État qui paye derrière. Et je vous en prie. À ce stade, est-ce que vous estimez que vous commencez à y arriver ou il y a quand même des jours de galère et des petits boulots? Mais il y a plein de jours de galère. Moi, j'ai galéré. Même quand ça marche, je galère. Encore aujourd'hui ou à l'époque? Ça dépend, mais c'est des métiers en fait où tout est tellement délicat. Il y a une concurrence. Un jour t'es à la mode, le lendemain tu l'es plus, le surlendemain tu redeviens à la mode. C'est un métier très difficile. Les artistes, quand on les voit arriver, en fait, on se dit ah putain ils ont de la chance, ils y arrivent et tout, mais on sait pas que derrière ces mecs-là, t'as des mecs qui pop-up, qui apparaissent là d'un coup, mais ces mecs-là, ça fait 20 ans que moi je les croise sur les scènes ouvertes, que je les croise en galère, je vais pas citer de nom, mais c'est toujours de la galère artiste, c'est toujours du combat jusqu'à un moment où tu y arrives, et après tu combats pour essayer de rester dans la lumière, et après tu disparais, après tu combats pour revenir. C'est que du travail, c'est que de l'acharnement, et c'est que des... Il faut prendre sur soi, c'est des métiers qui sont très difficiles. C'est des métiers de patience. C'est des métiers de passion et c'est des métiers et de patience. On va pas dire l'année. De passion. À 28 ans, vous faites des apparitions 28 comiques. Ans, 2008. Voilà. Dans des, c'est facile, des émissions tu comptes 80 non, je compte plus, moi je compte plus. Je vous crois sur parole, Max Boublil. Je veux pas m'embrouiller avec vous pour si peu. Vous faites des apparitions comiques dans l'émission Le Grand Journal sur Canal+. Ah ouais, comique, ça c'est... Dans la séquence dating. J'ai pris des fours aussi. Vous avez surtout un objectif, c'est vous consacrer... Non, mais attendez, j'avais des apparitions comiques, c'était très dur Le Grand Journal. Par exemple, c'est un moment où vraiment on nous avait proposé Le Grand Journal, c'était genre
un pont d'or qu'on nous proposait. Et on avait fait ce truc de dating, mais ça marchait pas du tout. Faut le dire. C'était des fours, hein, le dating. Après, je suis revenu avec d'autres choses, mais c'était très dur la période Grand Journal. Et ça l'a été pendant très longtemps pour certains, mais d'autres aussi s'en sont très bien sortis suite au Grand Journal. En tout cas, non, mais ce que je veux dire, c'est que cette émission, enfin cette pastille qu'on faisait, elle marchait pas du tout. On l'a fait 3 fois, on a dit on arrête. Vous faites donc des apparitions là-dedans, mais vous avez surtout pour objectif de vous consacrer à votre premier one-man show, Max Prend, mais aussi de vouloir tester finalement les limites de l'humour français en chanson, puisque vous aviez pour modèle, entre guillemets, l'humour américain, et vous avez dit on va rentrer là-dedans, et ça donne ça. Oh, ce soir tu vas prendre, oui, tu vas prendre, comme si je sortais de prison après 20 ans de réclusion. Oh, tu vas prendre, comme on collectionne les vieilles bagnoles, moi je me tape Suzanne Boyle, je fais gaffe au cholestérol, depuis que je me tape Suzanne Boyle. J'ai ta bête, tu pas trouvé sa bête, mais j'étais sur le net, j'ai vu ta mère sur Chat. Il faut arrêter de dire que les noirs sentent mauvais. C'est juste une odeur différente de toi et moi. Il faut arrêter de dire que les juifs n'aiment que l'argent. Ils aiment aussi la Mastercard. Non, il faut pas l'arrêter avant la fin de la match. On va pas aller au bout. Ah bah si, il faut dire c'est tous ensemble. Faut arrêter de dire que les noirs et machin. Évidemment, il faut être tous ensemble contre les Chinois. C'est une chanson très bienveillante quand on l'écoute jusqu'au bout, Max Boublil. C'est des clips super produits, près d'une trentaine de titres jusqu'en 2014, où vous jouez avec le feu, mais toujours finalement avec ce côté de vouloir faire rire, choquer certains à un moment donné, mais avec un esprit quand même, qui va avec l'envie de toujours cet humour, cette provoque en même temps. Aujourd'hui, vous avez quel regard sur ce parcours ? Moi j'ai adoré cette période. Il faut dire, hein, la chanson disait des clichés sur les juifs, les noirs et les arabes, et je disais il faut qu'on soit tous ensemble contre les Chinois. C'est le refrain. Si vous mettez pas contre les Chinois, si vous mettez pas la fin, on ne comprend pas. Mais ouais, c'est une période où on faisait des chansons avec mon collègue Anthony Marciano, et c'est devenu des hymnes pour tous les collèges, les lycées de France. Et aujourd'hui, j'ai plein de gens qui ont à peu près une trentaine d'années qui viennent me dire « Monsieur, vous avez bercé... » Déjà, ils me disent « Monsieur », ça me fout le cafard. Et ils me disent « Monsieur, vous avez bercé toute mon enfance ». Et c'est drôle, comme des vannes, des petits clips qu'on avait fait dans notre coin sont devenus un peu des hymnes dans les années 2010 pour les collèges et les lycées de France, quoi. Vous avez dû vous justifier pour cette chanson dont vous êtes en train d'évoquer à un moment donné avec Alibi Montana. Et tout le monde a compris la blague, parce qu'après vous avez réussi à détourner l'histoire avec Alibi Montana. Non, mais cette histoire était fausse avec Alibi Montana. Cette histoire était fausse, c'était parce qu'on faisait la promotion de notre clip où on faisait justement un clash à l'envers de rappeurs, mais c'était pour la blague tout ça. Vous allez participer à quelques émissions par la suite, One Man Sauvage, Max les veut toutes sur Comédie et Énergie 12, mais aussi Dilemme diffusé sur W9 où vous présentez le mag de Max, et vous allez poursuivre votre carrière avec un nouveau spectacle musical, moitié sketch, moitié chanson, le One Man Musical. Vous sortez votre premier album intitulé sobrement L'Album, et vous enchaînez sur une tournée en sketch et en chanson. Est-ce qu'il y avait une volonté de devenir le nouveau Enrico Macias, Max Boublil? Je vous dis ça parce que c'est drôle. Enrico, qu'on adore, qu'on embrasse. Non, parce que Enrico, il fait des chansons pleines d'émotions, des chansons qui sont pleines de nostalgie, qui parlent de l'Algérie, qui parlent de son pays, Non, c'était de faire des blagues en chanson, et d'un autre côté de promouvoir le spectacle qui était un spectacle d'humour. C'était génial parce que ce spectacle, on a fait une tournée énorme, et au début on a commencé à l'Européen à Paris, et j'ai été dans toute la France, on a fini à l'Olympia, c'était dans toutes les villes de France, c'était la folie, et c'était l'époque des chansons, et c'était le but de ces chansons, c'était de promouvoir ce spectacle d'humour mêlant chanson et humour. Si je vous posais cette question, c'était de façon tout à fait ironique, parce qu'il semblerait que vous étiez persuadé qu'Enrico était votre père.
c'est vrai que je me suis souvent on m'a dit que j'avais un petit air avec Enrico Macias, mais je crois pas que ça soit mon papa. Je l'embrasse, je l'ai croisé plusieurs fois, je l'aime, Enrico. Deux comédiens pour la télévision, humoriste et chanteur décalé, vous allez connaître une transition en 2012 avec le cinéma, même si vous avez quand même démarré avec le cinéma. Vous décrochez plusieurs rôles dans La Vérité si je mens 3, Rengaine, Des gens qui s'embrassent de Daniel Thompson. Je vous ai adoré dans Les Gamins avec Alain Chabat. Vous avez surtout le rôle principal dans cette comédie-là, d'Anthony Marciano qui est votre ami. Vous donnez la réplique donc à Alain. J'ai adoré ce film qui m'a fait sourire, Coups humains, peut-être aussi pour vous à l'époque. Vous chantez même sur la bande originale du film qu'on est en train d'entendre. Comment vous vivez cela? Parce que vous êtes totalement autodidacte et là c'est un vrai succès avec un vrai premier rôle. Oui, c'est un film qu'on a écrit avec Anthony, on l'a proposé à Alain Chabat qui avait adoré le scénario et on a tourné le film. C'était c'était une super histoire. Voilà, le film a eu le succès qu'il a eu. Et après, avec Anthony, on a continué à faire du cinéma tous les deux. Même Alain Chabat nous a rejoint dans Play. C'est une super période. Je sais pas quoi dire d'autre. C'était génial. Mais c'est vrai que c'est fou parce que t'as beau avoir fait Les Gamins, les trucs comme ça, les jeunes quand ils venaient me voir dans la rue, c'était quand même pour les chansons. Vous faites à peu près une trentaine de films avec des amis à vous. Vous écrivez avec notamment Frédéric Hazan pour la série Mike sur OCS. Je crois que vous aimez beaucoup les histoires de copains. Oui, bien sûr. C'est vrai que moi, ce métier, j'ai toujours conçu comme ça. C'est-à-dire que on a toujours fait nos projets dans notre coin, comme les chansons, comme les films. Au début c'était avec Anthony, après on continue à travailler avec Anthony Marciano, après j'ai fait avec Fred Hazan qui m'a aidé à écrire ce spectacle là, avec qui on avait fait la série Mike. C'est vrai que moi j'aime bien travailler avec mes potes, j'aime bien qu'on s'aime bien avec les gens avec qui je bosse. Je trouve que y a rien de mieux que de travailler avec des gens qui te connaissent bien, qui sont tes amis, avec qui tu as le même humour, tu partages les mêmes choses et c'est des projets naturellement que tu fais avec des gens qui sont proches de toi. Enfin, je préfère aimer les gens avec qui je bosse, quoi, que ça soit des potes. On vous a vu dans Vision sur TF1, mais aussi la fiction à sketch 1h30 max sur Canal+. Quand je l'ai vu et je me suis dit, je suis sûre que dans ce projet, il y a un petit truc un peu vrai. Où c'est parti d'une anecdote un peu 1h30 max. Ouais. C'était une fiction. En fait, c'était Canal+ qui me proposait de faire une soirée de sketch et on a écrit ça. Non, on s'est dit que c'était drôle que ça soit un jour où je présente l'émission. C'est très compliqué à expliquer, mais c'était un genre de sketch show, mais en même temps une fiction où ma meuf est enceinte et elle est à l'hôpital et en même temps je dois présenter mon émission de sketch. Non, c'est pas vrai, mais c'était l'occasion de faire un sketch show et d'inviter plein de potes humoristes. Non, j'avais pas ma meuf qui était enceinte à ce moment-là. Je me suis demandé si vous vous étiez déjà posé cette question-là dans le cas où ce serait arrivé dans la vie. D'accord. Vous auriez fait quoi? J'aurais été voir ma femme et j'aurais aidé à accoucher un enfant plutôt que d'aller à une émission. Puisqu'on a parlé de play, on parle de jouer. Je vous ai vu l'année dernière pour la première fois au théâtre dans Une situation délicate d'Alan Egbourn, mise en scène par Ladislas Chola, le grand Ladislas Chola, au théâtre des Nouveautés. Il est petit de taille. Il n'est pas si grand. Le très doué alors au théâtre des Nouveautés. Vous étiez en compagnie de Gérard Darmon, Clotilde Courreau et Élodie Navarre. Une institution, Gérard Darmon, quand même. Et oui, c'est vrai, mais vous étiez pour moi la révélation de cette pièce. Est-ce que vous avez aimé cette expérience? J'ai adoré. On a tourné cette pièce pendant 2 ans avec Gérard, Clotilde et Élodie Navarre et c'était au début c'était pas évident pour moi de commencer à faire du théâtre parce qu'il fallait vraiment j'ai jamais pris de cours de théâtre tout ça et bon, j'ai bossé avec Ladislas, avec Gérard, avec Clotilde. Ils ont été très bienveillants. Ils m'ont fait passer des steps d'acteurs et surtout ça a été un succès. Un énorme succès. On a été au début au Théâtre des Nouveautés. Après, je crois qu'on a été à Édouard VII pendant... On a fait une tournée, on a fini la pièce dans des zéniths tellement les gens ils aimaient cette pièce et ils étaient nombreux. C'était un carton assez surprise. Les gens savaient pas que ça allait être un carton comme ça. Et je sais que le producteur, il voulait qu'on continue encore 2 ans et tout, mais on avait tous nos projets à nous. Gérard des films, moi j'avais envie de faire mon One Man, de tourner aussi. Donc on s'est dit que peut-être on la reprendrait dans 1 an ou dans 1 an et demi quand on aurait tous fini nos projets, mais voilà. Mais c'est vrai que le producteur aurait voulu qu'on la tourne encore pendant 15 ans, quoi, que ça soit Boing, quoi. Est-ce que du coup ça vous a donné envie de faire plus de théâtre à un moment donné, après ces projets bien évidemment? Non, pourquoi pas faire du théâtre. Après là c'était exceptionnel, partager la scène avec Gérard Darmon, c'est énorme, avec Clotilde on rigolait trop, enfin c'était... on était devenus une petite famille, on se voyait tous les jours et on jouait 2 fois le samedi, on jouait 7 fois par semaine.
C'est très bien intense. aussi de faire une petite pause. Ouais, c'est hyper intense. C'était une autre vie, quoi. Tu rentres dans un truc où tu fais que du théâtre, quoi. Donc, mais c'était génial. On est devenu une petite famille. On est parti en tournée. Qu'est-ce qu'on a rigolé avec Gérard en tournée. On partageait la voiture. On allait partout. Il m'a raconté toute sa vie. C'était fou, cette tournée. Est-ce que vous avez retenu des anecdotes assez folles ? J'imagine bien sur... je sais que moi, il y a eu un fou rire à un moment donné dans la salle avec Gérard Darmon. Vous êtes regardés et on essayait de se piéger sur des trucs. À un moment, sur les coucous, sur des trucs, on avait un moment où on faisait des coucous et on commençait à délirer sur les coucous. Et à chaque fois, ça pouvait partir on essayait de se faire rire, on essayait de se surprendre, de s'envoyer des petites piques. Donc ça, on sentait que la salle réagissait. On aurait pu... Parfois, il y a des représentations, on aurait pu juste sur le mot coucou durer 25 minutes, quoi. Mais c'est surtout, il est magnifique, Gérard Darmon, parce qu'il a 14 ans. C'est-à-dire que si tu commences à le chauffer, il peut te chauffer, il va te provoquer jusqu'à ce qu'il te fasse rire, quoi, jusqu'à ce qu'il te fasse perdre un peu tes moyens. Donc c'est un partenaire de jeu énorme. Et ça devait, en fait, on avait l'impression d'être dans une cour d'école à 14 ans avec Gérard Darmon. Max Boublil, on vous retrouve désormais sur scène avec ce spectacle Maximilien à la Cigale les 15 et 16 mars prochains, en tournée dans toute la France. Vous êtes en rodage en ce moment, vous allez enchaîner après avec bien d'autres dates. C'est un spectacle où on peut considérer que vous faites un bilan de moitié de vie. Non, mais ça c'est un truc qu'on a dit pour vendre le spectacle, mais c'est un spectacle où je raconte ma vie d'aujourd'hui, ma vie de père de famille, je raconte ma meuf qui travaille dans la mode, je raconte que c'est elle la vraie star du couple, voilà, que elle fait des... On va le détailler. Okay, mais est-ce que... Elle me coupe. Non, mais est-ce que elle veut qu'on suive tes rails. On va pas suivre tes rails, on va suivre mes rails. C'est mon émission. Allez-y. C'est mon émission. On va suivre mes rails. Max Boublil, vous dévoilez comme jamais. Vous vous dévoilez comme jamais, c'est vrai ou c'était le cas avant? Mais là, on est vraiment dans votre intimité. Non, je me dévoile, je raconte ma vie, je raconte voilà mes trucs, mais je voulais raconter des anecdotes du spectacle, tu m'as pas laissé faire. Ah non, alors on y va. Laisse pas faire. Mais parce que je les ai au compte-gouttes, alors je me dis comme j'ai des questions pour chaque Bien détail. sûr, y a pas de souci. Est-ce que vous avez une envie de sincérité maintenant, plus qu'avant? Est-ce que j'ai une envie de sincérité maintenant? Oui, je trouve qu'il y a rien de plus drôle dans le rire que quand on est sincère. Je trouve que un humoriste qui me fait le plus rire aujourd'hui, c'est un humoriste qui va vraiment me raconter des détails de sa vie. Et quand il va me raconter un truc et je vais me rendre compte que ce truc-là, en fait, c'était juste pour amener une blague, je vais me dire, je suis déçu. Tandis que s'il me raconte des trucs, comme Gad dans son dernier spectacle, il me raconte la rencontre de sa mère à Monaco, je me dis, ça c'est vrai, ça me fait rire, tu vois. Mais s'il me fait nana, je me dis, non, ça me fait moins rire. Qu'est-ce qu'on apprend sur vous? Mais tu m'as coupé! Tu m'as coupé, on apprend tout. Voilà, je disais, ma meuf, c'est la star du couple. Ma meuf, elle voyage à Los Angeles, à Londres, elle rencontre des stars, elle est devenue copine avec... Ce qui est vrai, je raconte ça dans le spectacle, elle est devenue copine avec la femme de Justin Bieber qui s'appelle Hailey Bieber. Et je raconte que voilà, c'est elle la star du couple. Moi, je lui ramène Enrico Macias et Elise Moon à la maison, c'est pas pareil. Voilà, je parle de plein de trucs comme ça. Je parle de mes filles, je parle du collège, je parle de l'école, je parle de 1000 trucs, mais je veux pas rentrer non plus dans des tunnels de description, mais voilà, je me livre beaucoup plus. Vous savez le quoi? On va le faire, ce tunnel de description, mais dans un instant. Vous restez avec nous, on continue cette émission avec Max Boublil. Dans un instant également, on poursuit cette émission avec nos chroniqueurs Emma Scali et Corentin Le Guinadjar qui nous rejoignent pour découvrir les goûts culturels de notre invité. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Sur Radio J, bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Eva Soto. Bonjour à toutes et à tous. Israël aurait frappé tout à l'heure une cible sur le Golan du côté syrien près de la ville de Beijing. C'est un journaliste pro-opposition qui l'a annoncé. Frappe à l'aide d'un drone. 2 hommes qui circulaient à moto ont été tués. Il n'y a aucun commentaire immédiat de la part des autorités syriennes ou des médias pro-gouvernementaux. Benjamin Netanyahou réclame aux plus grands experts du nucléaire israélien de coopérer avec les négociateurs américains sur le programme nucléaire saoudien. C'est en tout cas ce qu'affirme le Wall Street Journal. Il se base sur des responsables américains qui lui ont fait ses confidences. L'Arabie Saoudite réclame le droit d'enrichir de l'uranium en échange d'une normalisation des relations avec Israël. Il en a été question de cette normalisation lors des entretiens hier entre Joe Biden et Benjamin Netanyahou. Prochaine
étape importante pour le Premier ministre israélien aux États-Unis. Son discours vendredi devant l'Assemblée générale de l'ONU. Au chapitre sécuritaire, un blessé dans un attentat, une attaque à la voiture bélier au point de passage de Calandia en Judée-Samarie. La victime blessée a été heurtée par le véhicule. Il s'agit d'un agent de sécurité israélien. L'auteur de l'attaque a été arrêté sur place. En Allemagne, plus de 40 tombes juives profanées dans l'est du pays. Profanation commise selon la police entre vendredi et mardi. Ça s'est passé dans le quartier juif dans le carré juif du cimetière de Dessau-Rossio. La menace terroriste en France, Gérald Darmanin prend au sérieux les menaces d'Al-Qaïda. Le groupe terroriste qui a appelé dans sa revue à s'attaquer à des ministères en France et en Suède. La guerre en Ukraine, Kiev affirme avoir frappé un aérodrome militaire russe en Crimée en visite d'État en France. Le roi Charles III a aussi évoqué cette guerre lors d'un discours historique devant le Sénat. Merci beaucoup Eva Soto, on vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une très courte pause et on poursuit notre émission avec Max Boublil et mes chroniqueurs sur Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravie de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. Itzik Moshel, directeur de Dialang. Shalom, combien de fois avez-vous essayé d'apprendre l'hébreu ou l'anglais sans réussir à le parler? Dialang vous donne la solution grâce à sa méthode unique d'apprentissage basée sur la pratique intensive de l'oral sans négliger la lecture et l'écrit. Cours en Zoom ou en présentiel. Dialang, prix exceptionnel pour une année, 510 €. Pour connaître les dates des journées portes ouvertes en Zoom ou en présentiel, contactez Dialang au 01 43 64 13 30 ou dialang.fr. Avez-vous pensé à tout pour les fêtes de Tishri? Ou plutôt, avez-vous pensé à tous pour les fêtes de Tishri? Ovad Arabanim, la plus grande caisse de Tzedaka d'Israël, soutenue et dirigée par les grands de la génération, ce sont des milliers de familles qui attendent notre aide. Pour chaque prise en charge d'une famille à 312 €, recevez chez vous le magnifique couteau en argent avec la bénédiction du Rav Chaim Kanievski Zatzal, Ségoula pour une bonne parnassa. Il compte sur vous. Vad Arabanim, 0800 106 135, 0800 106 135 ou sur vadarabanim.org. Shana Tova. Caroline Fourest, directrice de la rédaction de Franc-Tireur. Franc-Tireur, c'est un journal de combat, contre les excès, contre les extrêmes. Parce que l'époque est aux radicalités, à la polarisation, à la manipulation, nous, on a eu envie de se battre pour la nuance. Franc-Tireur défendra la raison avec passion. Franc-Tireur, tous les mercredis chez votre marchand de journaux. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J, merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui Max Boublil qui nous présente son nouveau spectacle Maximilien à la Cigale les 15 et 16 mars 2024 et en tournée dans toute la France. Vous y parlez Max Boublil de vos filles Tess et Alice que l'on aperçoit d'ailleurs dans vos stories Instagram avec une d'elles qui vous met les pieds dans le nez, sur le visage si mes souvenirs sont bons. Il y en a une qui vous dit c'est quoi la gauche et la droite, vous devez répondre pourquoi faire des études papa. Est-ce que vous avez fini de dormir depuis qu'elles ont grandi, fini par dormir? Parce qu'à un moment donné, vous disiez que c'était compliqué. Alors maintenant, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a les devoirs. Eh oui. C'est-à-dire que maintenant, elles dorment un peu, même si... Mais maintenant, il y a des devoirs. Moi, j'ai ma grande fille qui vient de rentrer en 6e. Je pensais pas dire cette phrase un jour. Et les devoirs, c'est costaud. En plus, elle est dans un collège qui est plutôt costaud. Donc... l'autre fois, on a passé 2 heures à essayer de faire les maths. Moi, il y avait des exercices que j'arrivais pas à faire. Vraiment, c'est devenu... c'est-à-dire que maintenant, en plus du reste, en plus du boulot, en plus de la promo et tout, maintenant, il faut que je fasse les devoirs quand je rentre à la maison et c'est très, très dur. Vous les amenez à l'école tous les matins. Est-ce que ça vous rappelle... Quand je suis à Paris, j'essaie. Ouais. Ça vous rappelle vos souvenirs d'école? Est-ce que vous voyez une différence avec notre génération et la leur? Oui, je vois une différence. Je vois que... dans cette génération, ils font vachement gaffe. Quand j'amène ma petite à l'école primaire, ils font vachement gaffe au harcèlement, des trucs comme ça. Moi, dans mon école, quand j'étais petit, le collège, c'était pas pareil. Enfin, c'est les profs qui nous mettaient des coups? Ah ouais, non, mais c'est-à-dire que moi, j'ai grandi dans les années 90. Tu t'es harcelé toute la journée. Pour un t'étais gros, t'étais harcelé. T'étais petit, t'étais harcelé. T'avais des lunettes, t'étais harcelé. Et je raconte que même les profs, ils te harcelaient dans les années 90. Tu pouvais avoir un prof qui disait en plein cours, bon, écoutez, Justin, vous êtes énorme, vous devez manger comme un porc. Et t'as toute la classe qui riait. Le prof, il te harcelait. C'était normal. C'était ça, les années 90. Et aujourd'hui, je trouve que ça a beaucoup changé. Ils font vachement gaffe et tant mieux.
Vous avez donc 2 filles et vous avez dit dans la presse qui m'a fait beaucoup rire, une qui est une racaille et qui parle mal. Non, mais ça c'est quand elle était petite, là elle a grandi, elle fait beaucoup d'efforts, mais c'est vrai qu'à un moment elle venait à la maison, elle commençait à faire des wesh et tout, j'ai calmé direct, j'ai dit on arrête tout de suite ça. Vous parlez Elle m'a donc dit non mais je parle comme mon papa en fait. Vous parlez donc forcément de l'éducation dans votre spectacle, mais aussi de l'éducation. Ça, on se dit bien que c'est un petit peu quand même, non ? L'éducation positive. vous avez L'éducation positive et des enfants bizarres que ça fait notamment. C'est une observation, ça. Non, mais parce que c'est une observation parce que dans mon école, enfin moi j'ai mes filles dans le 11e, c'est vraiment chez les vrais bobos. Je les adore, mais ils sont trop bobos. Tu sais ceux qui ont les grands vélos là à 4000 balles là. Les trucs. Et c'est vrai que j'ai un parent d'élève qui m'a dit qu'il éduquait sa fille qui s'appelle, je vais pas dire son prénom, Séraphine. Déjà le nom Séraphine quoi. Et il éduque de manière positive, c'est-à-dire que la petite, elle est pas obligée de dire bonjour, elle est pas obligée de dire au revoir, c'est vrai. Elle est pas obligée de dire merci, elle est pas obligée de se lever le matin. Donc en gros, la petite, elle est mal élevée en fait. Et voilà. C'est ça l'éducation positive. Et c'est ça l'éducation positive. Ouais. Vous parlez de votre mère aussi. Qu'est-ce qu'elle a votre mère ? Ma mère, et tout ça est vrai, hein, tout ce que je raconte est vrai. En fait, ma mère, elle écrit des petits scénarios pour la télé, des dessins animés, des contes pour enfants. Et c'est vrai qu'il y a 2 ans, elle a sorti un roman qui était autobiographique. Enfin, qu'elle m'a dit autobiographique. Et en fait, j'ai lu. Au début, je voulais pas lire ce roman. Elle l'a fait comme ça, un peu en douce, à compte d'auteur. Et j'ai des potes qui ont acheté le roman. Et ils m'ont dit on a lu le roman de ta mère et moi j'ai fait très bien et ils m'ont dit il faut que tu le lises. Moi au début j'ai dit non ça m'intéresse pas, enfin non, et ils m'ont dit si lis-le. Et en fait je lis des extraits pendant le spectacle parce que c'est pornographique en fait. Et donc ouais c'est un roman porno, voilà tout simplement. Il s'appelle comment le roman ? Il s'appelle Bad Girl et je lis des extraits et je dis voilà c'est ma mère qui a écrit ça, hein. C'est la femme qui m'a donné la vie, hein, voilà. Et ben on note de Madame Boublil, donc on peut aller le chercher. Tous les vendredis soirs. Mais ça la dérange pas parce qu'elle m'a même dit qu'elle voulait l'adapter au cinéma. Je lui ai dit mais maman ça existe déjà, ça s'appelle YouPorn en fait. Mais c'est vrai hein. On embrasse votre maman. Tous les vendredis soirs, vous passez Shabbat en famille aussi. J'ai envie de savoir qu'est-ce qu'ils ont de spécifique ces repas. Et puis comme c'est bientôt Kippour, vous posez la question comment ça se passe aussi chez vous Kippour. Alors déjà tous les Shabbats on les fait chez ma tante qui fait des tables immenses et tout. Non mais c'est vraiment très agréable parce que on est nombreux. Je l'explique ça pendant le spectacle. On est 30, 40 personnes. Il y a les cousins, les enfants et tout. Et c'est vrai que moi je viens d'une famille où en fait, c'est très gentil de le dire sur Radio J, en plus ils écoutent. Ils sont tous gros parce qu'ils mangent beaucoup, mais c'est vrai, il faut le dire. Et ils sont tous au régime un jour sur 2. Et c'est vrai qu'un jour je suis rentré et j'ai vu ma tante qui mettait de l'huile comme ça dans une poêle. Je lui ai dit qu'est-ce que tu fais Tata? Elle m'a dit je sais pas, j'ai pas encore décidé. Voilà. Mais vraiment, ça mange énormément. Je vais pas rentrer plus dans les détails parce que ma famille écoute. Voilà, on va venir vous voir pour la suite. Ils sont pas loin, ils sont dans le 17e. Hein. Et on les embrasse très fort parce que c'est juste à côté. Votre spectacle, est-ce qu'on peut considérer qu'il est agité, sauf vous, Max Boublil? J'ai envie de dire vous un petit peu quand même. Vous estimez que vous avez une drôle de vie? Ouais. Alors je sens que tu veux que je rebondisse là-dessus, mais alors je sais pas quoi dire. Moi, je pose des questions. Ouais, j'ai une drôle de vie. J'ai une drôle de vie. Ah ouais. Pourquoi une drôle de vie? Bah parce que regarde, on fait ces métiers, c'est pas normal. Hier j'étais à 3, c'est pas normal d'aller à 3. Aujourd'hui je suis là, non, c'est des métiers fous. Et ce matin je me suis levé alors que je suis rentré dans la nuit. Enfin le mec il décrit toute sa journée. J'ai mangé un yaourt 6h30. Non mais ouais, on a des métiers un peu fous quoi. Vous parlez dans votre spectacle également des fêtes de quarantenaire et à quel point on s'emmerde comparé à nos fêtes de 18 ans. Des fameux bobos dont vous parliez tout à l'heure qui parlent de s'installer dans le Perche, qui perturbent les locaux avec leurs habitudes de Parisiens. Est-ce que c'est un clin d'œil à l'adolescent qui reste peut-être encore en vous? Ah non, pas du tout. Quand je parle des locaux, des mecs qui s'installent, non, c'est un clin d'œil à tous ces Parisiens qui nous font chier, qui font un retour à la nature. Pourtant vous êtes Parisien, donc vous. Ouais, mais moi je suis comme eux, mais j'en peux plus de ces gars. Moi, vous voyez tous ces gars qui changent de vie là, qui sont genre dans le design, dans la mode, dans le machin, et qui. Moi, ma meuf, elle m'a présenté un pote à elle qui était dans la mode et qui a tout arrêté pour monter sa marque de bière. C'est quand même fou, non? Le mec, il a fait une bière qui s'appelle la Petite Parisienne. Alors j'ai goûté sa bière, franchement elle est dégueulasse. Le pauvre. Elle m'a dit mais t'aimes pas? Bah non, je veux pas d'une bière qui a été faite par un connard dans sa cave à Belleville. Moi j'ai une bière qui a été faite dans une cuve en inox à Düsseldorf.
par un peuple qui a fait du mal au mien, mais qui sait faire de la bonne bière. Est-ce que vous avez pensé à faire une chanson de ça, Max Boublil ? Non, j'ai pas pensé à faire une chanson. Non, Allez, on poursuit la suite de cette émission avec toute la culture que vous aimez ou qui pourrait vous plaire. Et tout de suite, on part au théâtre avec Emma Scali. On pourrait faire comme ça avec lui. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, Au théâtre. Bonjour Emma. Bonjour Cyrielle, bonjour Max Boublil. Alors, parce que je crois que c'est un spectacle qui pourrait vous plaire, j'avais envie d'évoquer avec vous, Max, le dernier seul en scène de Bruno Abraham Kremer, un spectacle qui se joue actuellement au Lucernaire. Alors, c'est une véritable saga initiatique au cœur de l'intimité qui présente un Bruno Abraham Kremer qui se livre sans phare dans la plus pure authenticité. En fait, il nous raconte l'histoire d'un combat, d'une renaissance et d'une réconciliation, bref, d'une résilience. Imaginez. Il y a plein de mots que j'ai pas compris. On va vous expliquer. Là, vous allez comprendre. Non, mais je rigole. Bien sûr, j'ai compris. Nous sommes en 1963 et Bruno a 5 ans. Lors d'un voyage dans les pays de l'Est, il découvre qu'il est un enfant juif, je cite, « un miracle ». 60 ans plus tard, au chevet de son père, qui n'a jamais su l'écouter, il livre un récit drôle, poignant et pudique. Celui de sa jeunesse, depuis la découverte du jeu, le jeu auquel s'adonnent les enfants lorsqu'ils se battent en tant que cow-boys contre les Indiens ou en tant qu'Indiens se confrontant aux cow-boys, avant de nous raconter sa rencontre avec le théâtre et sa lutte acharnée et joyeuse pour un autre jeu, celui des planches, et celui grâce auquel ces dernières vont lui permettre de devenir l'acteur de sa vie. Inspiré par la parole de Rabbi Nachman, parle, envole-toi, les mots sont tes ailes. Bruno Abraham Kremer nous donne à voir son incroyable liberté. Et Bruno Abraham Kremer joue souvent seul sur scène, mais je crois qu'habituellement, il façonne ses spectacles à partir plutôt d'ailleurs de textes d'auteurs. Oui, Emma. Vous avez raison Cyrielle. En fait, d'habitude, Bruno interprète des personnages qu'un auteur lui confie. Alors ça peut être Éric Emmanuel Schmitt, Serge Cribus ou encore Jean-Gabriel Norman. Et quand c'est pas le cas, il crée des adaptations. Alors des adaptations de correspondances, celles de Yankelevitch, de Gary, de Tchekhov. Eh bien ici, il s'impose un nouveau défi, se raconter soi-même. Et ça rebondit sur ce que vous disiez tout à l'heure, se raconter soi-même sans se cacher derrière un personnage. Et pour y parvenir, il passe habilement du récit au jeu, de l'homme au personnage et du personnage à l'acteur. Comment les rencontres, qui sont des fruits du hasard ou kairos, c'est-à-dire des coups du destin qui le façonnent malgré lui, qu'ils soient des coups de cœur ou des coups de gueule, brossent sa destinée en lui sauvant la vie. Le théâtre, pour Bruno, devient cathartique. Il sublime toutes les douleurs et il lui permet, à l'instar de Baudelaire, de tirer les fleurs du mal. En fait, enfant, Bruno était esseulé, écarté entre des parents dans la tourmente, livré à lui-même. Il pouvait alors compter sur son imagination et son inventivité pour se nourrir l'esprit par des jeux de rôle spectaculaires. Et puis très tôt, il a été confronté à la vie. Il a fréquenté les bars, mais aussi plus tard les bancs de la fac de Nice. Il s'est heurté à des corses féroces, a découvert, grâce à sa professeure de français, le théâtre d'Ariane Mnouchkine au Théâtre du Soleil. Il s'est même essayé en tant que cracheur de feu, a suivi des cours zen d'ancrage au sol et a rencontré une bande de jeunes qui l'ont poussé dans la voie du théâtre. Le théâtre, sa raison de vivre, si on comprend bien. Et oui, le théâtre comme une raison, une véritable raison de vivre. Alors partant à la découverte de textes porteurs, il a rendu visible l'invisible. Une façon d'entrer finalement en contact avec son père, ce père mourant et dur auquel il rend hommage, un père qui ne le comprend pas et qui lui dit ceci. Mais d'où ça te vient ce truc-là ? Personne dans la famille n'a jamais fait une chose pareille, faire du théâtre. Et en même temps, c'est à ce père si lointain et si proche, qui au fond admire son fils, que le spectacle s'adresse comme une confession, la confession d'une âme qui cherche à se montrer dans sa nudité la plus pure, parce que le théâtre révèle par son jeu de masques l'essence même des êtres qui empruntent sa route. Et en conclusion, Emma Scali ? Eh bien, on voudrait tout raconter de ce récit d'apprentissage, imagé et magnifiquement écrit, mais on ne peut pas tout raconter parce que ce spectacle, c'est une expérience. Une expérience qui se vit dans la présence
de l'acteur. Un acteur amoureux des mots, à la fois dedans et dehors, conteur et personnage. Et j'avais envie d'ajouter, juste pour conclure, avec aussi peut-être cette musique qui pourrait être là pour reprendre un petit peu le commentaire de Bruno à propos de l'âge d'or. Il n'y a rien sur la scène, mais on voit tout. Et on est frappé au cœur parce que l'on plonge dans un périple où l'intime est si puissant qu'il devient universel. Et je vous laisse sur cette musique d'Aznavour. Tendre force de la nature, la Yiddish Mama. Merci Emma Scali, vous nous avez donné très envie d'aller voir ce spectacle Parle, envole-toi ou comment le théâtre m'a sauvé la vie de et avec Bruno Abraham Kremer, mise en scène Corinne Juresco et Bruno Abraham Kremer qui se joue au théâtre du Lucernaire jusqu'au 15 octobre à 21h. Et vous Emma, on peut vous retrouver sur bien évidemment votre compte Instagram Emma Scali officiel pour toute votre actualité de comédienne et d'auteur. À la semaine prochaine sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Allez, tout de suite, c'est la chronique Flashback avec Corentin Le Guinadjar. Bonjour Corentin. Bonjour Cyrielle et bonjour Max Boublil. Salut. Alors, comme vous êtes avec nous en studio aujourd'hui, c'est une chance de vous avoir et on va pas vous demander votre avis, on va rentrer dans votre tête pour découvrir un peu de quoi est fait votre univers culturel. On va commencer en musique, direction vos playlists. Alors, on a écouté du Aznavour, mais là, on va changer complètement de style et on découvre une véritable icône de la scène rap dans ce que vous adorez, celui qui se fait tout modestement appeler le Duc de Boulogne et qui occupe son trône depuis 26 ans. Ça fait à Boulogne, dans son duché. Il a donc le monopole. J'ai bien sûr nommé Booba ou B2O, que vous connaissez très bien, rappeur qui sortait son 10e et ultime opus Ultra en 2021. On le connaît aussi pour de nombreux titres comme DKR, Ça donne ça. C'est pas le quartier qui me quitte, c'est moi je quitte le quartier. J'ai maillé déjà, j'ai pas baillé, fait des dégâts. Un titre sorti en décembre 2017 dans l'album Trône, le 9e de Booba à ce moment-là, mais pas son premier en mode autotune. Comprenez un logiciel qui corrige la voix pour chanter juste. Et oui, c'est lui qui va vraiment le populariser à partir de 2008 avec de plus en plus de phases de chant dans ses morceaux. Pourtant, ce n'est pas forcément dans la musique qu'il se voyait au départ. Flashback, début des années 90, Eli Yafa, alias Booba, n'est pas encore majeur et vit seul avec sa mère à Boulogne-Billancourt donc. À 15 ans, grâce à un programme d'échange, il découvre Détroit aux États-Unis et c'est là qu'il va toucher du doigt le monde du hip-hop pour la première fois. Plutôt du genre turbulent à l'époque, il va déverser d'abord son énergie dans la danse avec un groupe qui s'appelle Coup d'État Phonique. À l'époque, on l'appelle Tic Tac dans le milieu. Puis dans les soirées, petit à petit, il finit par croiser la route d'Ego Seist, un MC qui lui parle d'écrire, de rapper des textes. Lui, peu confiant, n'aime pas sa voix, ne se voit pas prendre le mic. Mais petit à petit, Eli cède, commence à s'exercer et y prend goût. En 94, il signe officiellement ses débuts et pose son premier couplet avec la Clica, le groupe dont fait justement partie Ego Seist. On écoute un extrait. Comme un titan, je clica. Ceux qui me suck pour mon fric, je check un stick, une bitch, illico presto. Demande alors si j'emmène les filles au resto, je reste. Plus tard, de passage au Sénégal pour rencontrer sa famille du côté de son père, Eli accroche bien avec son cousin Boubacar. Il lui rendra hommage en choisissant Booba comme nom de scène. Dans la foulée, il monte son propre groupe Lunatic avec son nouvel ami Ali. 7 ans après, plus mature, plus expérimenté, il se lance en solo avec un premier album Temps mort, en 2002 certifié disque d'or. Et les succès se poursuivent, le personnage plaît et s'est fait un large public au point de remplir le Stade de France à plusieurs reprises. Alors, B2O, ce n'est pas vraiment le genre de bonhomme qui met les formes, vous savez, plutôt cash, il en connaîtra des clashs avec d'autres artistes de la scène rap notamment, et on ne les compte plus. NTM, MC Solar, Rof, Lafouine et j'en passe. Mais le plus médiatisé, je sais que vous vous en souvenez, Mac, tout le monde s'en souvient, le plus connu, c'est bien sûr celui avec le rappeur Caris en 2014, évidemment. Cela a commencé avec quelques pics dans des morceaux par-ci par-là, sur les réseaux sociaux, jusqu'à une bagarre plus grave dans le hall de l'aéroport d'Orly. Bagarre qui fera le tour des médias, évidemment, et s'en était suivi ensuite tout un jeu de buzz autour de l'annonce d'un combat en octogone entre les deux colosses. On parle même d'un vrai contrat pour encadrer l'affrontement avec droits TV, produits dérivés et sommes d'argent importantes à la clé. Vous aussi, Max Boublil, vous êtes un peu passé par la case clash, mais sans vous bagarrer pour de vrai, rappelez-vous. Qui veut clasher mon rap, qui veut clasher mon flow? Quel est le bâtard qui a dit que j'étais pas au niveau? C'est moi.
Et oui, c'était le clip que vous aviez sorti en 2010 avec Hallyday Montana, évidemment, enfin un clash fictif. Vous parliez justement en début d'émission, un clash fictif et comique qui avait bien fait marrer le public à l'époque. Mais les gens y croyaient. Les gens y croyaient fort, ouais, c'était l'événement de 2010. Mais pour revenir au buzz Boubacaris, en tout cas, le combat n'a jamais eu lieu, hein, évidemment. Mais ce qui est sûr pour B2O, c'est que les ventes de son album Duke, qu'il a sorti dans la foulée, ont bien décollé au sommet. Un petit coup de com' plutôt bien réussi, diront certains. Et vous aimez donc beaucoup Booba, Max Boublil, et on veut savoir pourquoi. Bah parce que moi ça me fait, j'aime bien danser sur ses musiques, ça me fait, mais c'est marrant parce qu'aujourd'hui quand je dis aux jeunes j'écoute du Booba et tout, je me fais souvent traiter de boomer, ils me disent non moi ce que j'aime c'est du Damso, je fais ouais bien sûr que je connais Damso, après je dis comment tu l'écris Damso. Il a fait connaître Damso d'ailleurs Booba, c'est lui qui l'a mis sur la scène. Exact, t'as raison. Ouais. Et non j'aime bien, moi j'écoute beaucoup de rap en ce moment, mais pas que du Booba, mais j'écoute un peu de tout. Ouais. C'est vrai que j'aime bien le rap en ce moment, je trouve que c'est devenu la nouvelle variété française en fait. C'est vrai. Il n'y a que du rap partout en fait. Ouais, c'est vrai, il y en a beaucoup. On va continuer avec un peu de lecture et un auteur que vous avez relu récemment, Max Boublil. Redécouvrons Stephen King, complètement changement de registre, lui aussi dans la plume pourtant, connu d'abord pour ses romans d'horreur, Carrie en 1974, Shining en 1977, Ça en 1986. Bien sûr des noms cultes aujourd'hui, tous adaptés en film dans la foulée. Et l'écrivain américain en a connu des succès. Votre intérêt à vous, Max Boublil, s'est plutôt porté vers Marche ou crève, un super roman d'anticipation sorti en 1979 dans lequel King imagine 79, ouais. Ça rajeunit pas tout ça. Hein. Dans lequel donc Stephen King imagine une société froide et sombre face à un état totalitaire. Roman qui, comme d'autres, sera l'occasion pour Stephen King de s'inventer un personnage, mais dans la vraie vie, vous allez comprendre. Flashback, nous sommes en 1977. Cela fait quelque temps qu'il a arrêté son boulot de prof d'anglais pour se lancer à temps plein dans son activité d'auteur. À l'époque, les éditeurs pensent qu'un auteur ne doit pas publier plus d'un livre par an. D'après eux, ce serait traumatisant pour les lecteurs. Mais Stephen n'est pas du tout de cet avis. Vraiment pas. Lui, tellement boulimique à l'idée d'écrire, il s'invente même le pseudonyme de Richard Bachman. Richard pour rendre hommage à Richard Stark, alias Donald Westlake, un auteur de romans policiers. Et Bachman, en clin d'œil à un groupe de rock canadien qui l'a marqué, Bachman Turner Overdrive. Et d'ailleurs, pour les curieux que ça intéresse, leur musique, ça donnait ça. Pour revenir à notre Richard Bachman, quelques négociations plus tard, son éditeur de l'époque, Signed Book, lui accorde cette faveur d'écrire sous ce fameux pseudo. Et la machine est véritablement lancée. Bachman publiera 7 romans jusqu'en 2007, dont Marche ou crève, Rage ou Running Man. Plus amusant, il a même droit à sa propre histoire, hein, ce Bachman. En fait, King veut brouiller les pistes totalement en allant jusqu'à inventer une biographie à Bachman. On y apprend par exemple que Bachman a travaillé pendant 10 ans dans la marine marchande, puis a commencé à écrire la nuit en même temps qu'il était fermier le jour. Plus le temps passe, plus Stephen s'amuse à enrichir au fur et à mesure cette fausse biographie. La supercherie marche un temps, mais évidemment, tout a une fin. Steve Brown, un employé de librairie, trouve des ressemblances dans le style entre King et Bachman. S'ensuit toute une enquête qui lui permettra de prouver pour de bon qu'il s'agit effectivement de la même personne. Après ça, Stephen King décide d'inventer la mort de son personnage. Patatras, Bachman meurt d'un cancer en 86. Mais il continuera à lui faire des petits clins d'œil de temps en temps, encore des années plus tard. C'est le genre de choses qui confirme d'ailleurs que Stephen King est un véritable féru de la narration, qui vit pour écrire des nouvelles et se frotte sans problème à différents genres. Horreur, on l'a vu au début, fantastique, fantasy, science-fiction et même roman policier. Persévérant, il l'a bien sûr été et le temps lui donnera raison. Il rafle 13 fois le prix Bram Stoker qui récompense les meilleures œuvres d'horreur. On pense aussi au prix Locus, World Fantasy ou Hugo pour ne citer que. Bref, l'auteur de 77 ans aujourd'hui même, c'est aujourd'hui son anniversaire effectivement, a presque tout accompli dans l'univers de la plume et ne semble pas encore prêt à raccrocher. Le 5 septembre dernier, il sortait son nouveau livre Holly qui voit revenir le personnage d'Holly Gibney, personnage déjà apparu dans d'autres histoires de l'auteur. On la retrouve cette fois-ci dans une ambiance de thriller. Un genre que King a moins l'habitude de traiter, mais il a le mérite encore une fois de sortir de sa zone de confort. Et ce qui me permet de vous demander, Max Boublil, Marche ou crève, est-ce que c'est un état d'esprit ? Non, en fait, c'est déjà un état d'esprit, c'est vrai, vous avez raison. Mais c'était surtout, c'est un livre que j'avais en fait acheté pour ma fille qui cherchait, qui adorait les trucs fantastiques. Et je me suis dit, tiens, moi quand j'étais petit, j'ai adoré Marche ou crève, je lui ai acheté. Et finalement, elle l'a pas lu, elle lit Moby Dick, elle lit des trucs encore plus voilà. Et j'ai relu ce week-end Marche ou crève et je me suis dit, mais à quel point c'est génial, quoi. Moi j'adore, je suis un grand fan de Stephen King, mais Marche ou crève, c'est avant Squid Game, avant tout ça, c'est. Ouais.
C'est Squid Game, mais genre 40 ans avant en fait. Il avait déjà inventé le concept, quoi. Précurseur. Ouais. On va finir avec du cinéma et une série totalement d'actualité que j'ai vue de A jusqu'à Z et que je recommande chaudement, mais après on peut être partagé sur le sujet. C'est la série Tapis. La série Tapis, fraîchement sortie la semaine dernière, le 13 septembre sur Netflix, série biopic qui revient sur le parcours du self-made man Bernard Tapie, décédé en 2021. Bande-annonce. Moi je fonce tout droit, sans me retourner, sans regarder dans le rétroviseur, toute ma vie. Monsieur Loiseau, je viens vous vendre la France de demain. Ah bon, c'est ça la France de demain? Non, la France de demain, c'est moi. T-A-P-I-E. Bernard Tapie. Bernard Tapie. Monsieur Tapie. Monsieur le Président. Souvenez-vous bien de ce nom parce qu'il y aura un avant et un après. Pour endosser le costume de cette icône de la ville de Marseille, on retrouve Laurent Lafitte. Lourde tâche que d'incarner un tel personnage multifacette, chanteur, homme d'affaires, politicien, président d'un club de foot et bien plus encore. Mais l'acteur l'a bien sûr pris très à cœur. Prothèse, maquillage, pas moins de 2 heures par jour de préparation pour se grimer en Bernard Tapie. Le résultat est finalement assez convaincant, on s'en rend compte à l'écran. À ses côtés, on retrouve Joséphine Japy pour incarner Dominique, la femme, la conseillère et la confidente qui, d'une certaine façon, a contribué à faire le Bernard Tapie qu'on connaît. On a tendance à l'oublier d'ailleurs, et la série y fait justement écho. Bernard Tapie a gravi les échelons politiques avec brio. On se demande d'ailleurs jusqu'où il aurait pu aller. Revenons à la fin de l'année 1987 pour retrouver un Bernard à la quarantaine et des petites ambitions politiques derrière la tête. À ce moment-là, il est déjà un homme d'affaires bien endurci. Il a notamment racheté Adidas déjà. Après une tentative ratée d'investiture dans une circonscription de Marseille, son ami Jacques Séguéla, le publicitaire, lui propose de rencontrer François Mitterrand, le big boss à ce moment-là. Séguéla qui bien sûr l'avait beaucoup aidé Mitterrand dans sa campagne de communication, le fameux droit dans ses bottes, on s'en souvient. Et Mitterrand cherche des personnalités moins politiques pour tenter de décrocher un second mandat présidentiel. Il met alors Tapie sur les rails. Et le voilà candidat aux législatives de 1988 sous la bannière de la majorité présidentielle. Alors il échoue une première fois, puis retente sa chance l'année d'après et finalement sera élu député. Cette année-là, il s'illustre publiquement dans un débat tendu contre Jean-Marie Le Pen, qui sera d'ailleurs un succès d'audience. Puis tout s'accélère. Après plusieurs mandats cumulés, Mitterrand lui donne les clés du ministère de la Ville en 1992. Malheureusement, toute cette histoire a une fin, ça ne durera pas. Un mois plus tard, il doit déjà démissionner. Plusieurs casseroles judiciaires le rattrapent et mettront un terme à son ascension politique, l'empêchant par la même occasion de s'accaparer le siège de la mairie de Marseille où il avait pourtant toutes ses chances en 95. Et un mot sur la réalisation, évidemment, Corentin. Tristan Séguéla, le fils de... Exactement, le fameux fils de Jacques Séguéla, donc le publicitaire. Et Tristan Séguéla, donc bien connu, évidemment, l'univers de Bernard Tapie. Il l'a beaucoup côtoyé, Bernard Tapie étant un ami de son père Jacques. Et pourtant, Tristan a pris quand même ses petites libertés narratives. Évidemment, ce n'est pas du goût de tout le monde. Surtout et même pas de Jacques Séguéla. Et même de Jacques Séguéla, mais ce n'est pas du goût de tout le monde, surtout pas des proches de Bernard Tapie. Chacun y va de son petit commentaire dans les médias. Laurent le fils regrette le côté cliché dans la façon dont son père est dépeint. Il parle d'oubli, de scènes inexactes. Dominique, sa compagne, ne se reconnaît pas du tout dans la série. Elle a même dit en avoir pleuré, en avoir peu dormi pendant 3 jours. Bref, l'encre devrait encore continuer de couler un peu dans les prochains jours. En tous les cas, on se souviendra d'un conquérant au franc-parler et aux multiples vies. Et une très bonne série, malgré le fait qu'elle soit critiquée. Il y a l'ancien procureur Éric de Montgolfier qui a vu la série, s'est replongé dans ses souvenirs avec un face-à-face judiciaire. Avec incroyable à la fin, cette séquence est très très longue. La meilleure séquence. C'est la meilleure séquence de la série. Séquence, c'est 28 minutes ou 26 ou 28 minutes, ce qui est assez inédit pour une série, voire jamais vu. Quand certains disaient que dans une série, on pouvait pas faire plus de 8 minutes dans une séquence. Eh bien, j'ai envie de dire chapeau bas pour justement Tristan Séguéla qui au moins a réussi ça, quoi qu'on en dise. Merci beaucoup Corentin Le Guinadjar pour nous avoir fait bien voyager dans les goûts culturels avec de notre plaisir. invité. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Allez, vous restez encore avec nous sur Radio J. Dans un instant, notre coup de cœur du jour, l'introspection et notre experte Judith Cohen-Solal. Mais tout de suite, la pause suite du journal de l'info sur Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. L'hôtel El Konin Tel Aviv, le légendaire, le premier hôtel tel-avivien créé à Neve Tzedek, avec son design élégant, luxueux, l'hôtel El Konin Tel Aviv apporte une touche de sophistication et de charme à la française dans la ville blanche.
Piscine et bar sur toit, face à la mer, spa Clarins et produits d'accueil Clarins en chambre, salle VIP pour des événements intimes. Et ce n'est pas tout. L'hôtel El Konin Tel Aviv vous propose l'époque. Restaurant exclusif avec pour la première fois en Israël, la signature au bûchon, le chef aux 31 étoiles Michelin à travers le monde. Et oui, l'hôtel El Konin Tel Aviv est tout simplement exceptionnel. L'hôtel El Konin Tel Aviv, 00 972 3 548 40 00 00 972 3 548 40 00. L'hôtel El Konin Tel Aviv, incontournable. Cette année encore et plus que jamais, de nombreuses familles de la communauté ont besoin de vous. Depuis plus de 25 ans, Mazone accompagne ces familles afin qu'elles puissent célébrer elles aussi la nouvelle année dans la joie et dans la cache-route. Tous les ans à Rosh Hashanah, c'est plus de 2000 colis qui sont distribués, composés de 80 produits frais et de qualité. Un colis coûte seulement 60 €. Envoyez vos dons à Amazon, 34 rue des Grilles, 95 500 Pantin. Ou sur mazone.org. 01 48 21 00 30. En 1976, se tient le second procès de Pierre Goldman, militant d'extrême gauche soupçonné d'avoir tué 2 pharmaciens lors d'un braquage ayant mal tourné. Je suis innocent parce que je suis innocent. Personne ne peut rien y faire, même pas vous. L'affaire suscite la mobilisation de nombreuses figures médiatiques. On peut pas comprendre Pierre Goldman si on comprend pas la portée de son histoire familiale, sur sa personnalité et sur ses combats. Le procès Goldman, un film de Cédric Kahn avec Arié Worsalter et Arthur Harari, le 27 septembre au cinéma. Il est 16h, passé du minute 45 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le journal de l'information avec Eva Soto. Bonjour à tous, à la une de l'actualité, Binyamin Netanyahou réclame aux plus grands experts du nucléaire israélien de coopérer avec les négociateurs américains sur un éventuel programme nucléaire saoudien. Pour l'instant, le président des États-Unis n'a pas donné son accord à un tel programme et Washington étudie toujours d'autres alternatives. Les détails avec notre correspondante à Jérusalem, Pascal Zonshine. Cité par le Wall Street Journal, Benjamin Netanyahou aurait donné instruction à ses experts dans le domaine du nucléaire de discuter avec leurs homologues américains des modalités d'une opération d'enrichissement d'uranium dirigée par les États-Unis, mais sur le territoire de l'Arabie Saoudite. C'est ce que demandent les Saoudiens. Et les conditions posées par Riyad, il faut le savoir, vont à la fois à l'encontre de la politique américaine en matière de coopération nucléaire internationale et aussi contre la position constante d'Israël, la fameuse doctrine Menachem Begin, qui veut qu'aucun pays au Moyen-Orient ne se dote de l'arme nucléaire, car ça déclencherait évidemment une prolifération régionale. Notre correspondante à Jérusalem, Pascal Zonshine, et à propos de cet accord de normalisation avec Israël, pour la première fois, le prince saoudien Mohammed Ben Salman l'a évoqué. C'était hier lors d'une interview accordée à la chaîne américaine Fox News. Chaque jour qui passe nous rapproche d'un accord avec Israël, a-t-il dit. L'autre point sur lequel insiste le royaume pour parvenir à un compromis, c'est la question palestinienne et l'arrêt des constructions dans les implantations. Narratif d'ailleurs repris hier par Joe Biden lors de sa rencontre avec Binyamin Netanyahou, la première entre les deux hommes depuis le retour au pouvoir de l'actuel Premier ministre israélien. Prochaine étape importante pour Binyamin Netanyahou aux États-Unis, son discours demain devant l'Assemblée générale de l'ONU. Pendant ce temps, dans la rue à New York, ce sont aussi des manifestations contre la réforme qui ponctuent cette visite du Premier ministre israélien aux États-Unis. Encore des centaines de protestataires à la refonte judiciaire hier, venus d'Israël et secondés par des juifs américains sur le même modèle que la mobilisation en Israël, donc avec des drapeaux israéliens et des slogans appelant au maintien de la démocratie, slogans scandé en hébreu. Au chapitre sécuritaire, un blessé dans un attentat, une attaque à la voiture bélier au point de passage de Calandia en Judée-Samarie tout à l'heure. La piste terroriste est privilégiée. La victime a été heurtée par le véhicule alors qu'elle marchait près du poste de contrôle. C'est un agent de sécurité légèrement blessé aux membres inférieurs. L'auteur de l'attaque a été arrêté sur place. Israël aurait frappé une cible sur le Golan du côté syrien près de la ville de Binjin. C'est un journaliste pro-opposition qui l'a annoncé. Frappe militaire apparemment à l'aide d'un drone. 2 hommes qui circulaient à moto auraient été tués. Aucun commentaire pour l'instant de la part de Jérusalem ou des autorités syriennes.
Le Liban annonce l'arrestation de 2 personnes mises en cause pour leur lien avec Israël. Les forces de sécurité du pays du Cèdre et le Hezbollah ont agi ensemble pour démanteler ce qui est appelé un réseau d'espionnage. Les suspects auraient agi depuis la ville de Tyr. Bachar al-Assad en Chine, le président syrien y entame une visite officielle aujourd'hui. La première en près de 20 ans dans le pays. Le but pour lui, obtenir davantage de soutien financier de Pékin. En Allemagne, plus de 40 tombes juives profanées dans l'est du pays. Profanation commise selon la police entre vendredi et mardi. Ça s'est passé dans le carré juif du cimetière de Dessau-Rossio. Des pierres tombales ont été renversées. Les autorités recherchent toute personne susceptible de fournir des informations. La menace terroriste en France, Gérald Darmanin prend au sérieux les menaces d'Al-Qaïda. Le groupe terroriste qui, dans sa revue, a appelé à s'attaquer à des ministères en Suède et également en France. Le ministre de l'Intérieur a réagi ce matin sur RMC. Le ministère est un objet, mais ça peut être bien évidemment beaucoup d'autres endroits. On l'a vu dans tous les attentats qu'on a connus. On en a déjoué 47 depuis que le président de la République est président de la République. 15 ont malheureusement abouti. Et la menace terroriste, elle a toujours, je l'ai toujours dit, été très prégnante. Qu'elle s'agisse des islamistes, Daesh ou Al-Qaïda, comme vous l'avez dit, qui peut aussi s'agir de l'ultra-droite ou de l'ultra-gauche de façon plus petite, mais quand même important. On a déjoué 10 attentats d'ultra-droite, par exemple. Et donc, il faut que nous fassions très attention à tout moment, dans tout lieu. Et c'est ce que font les services de renseignement français. Tous les 2 mois, la DGSI, nos services de renseignement intérieur, déjouent un attentat. Vous en parlez peu, parce que les choses se font discrètement, mais ils protègent chacune et chacun des Français. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Merci beaucoup Eva Soton, on vous retrouve à 16h dès demain, à 15h ou 14h plutôt dès demain pour le journal complet. Et puis nous on se retrouve dans une poignée de secondes sur Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravi de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. Avez-vous pensé à tout pour les fêtes de Tishri? Ou plutôt, avez-vous pensé à tous pour les fêtes de Tishri? Au Vaad HaRabbanim, la plus grande caisse de tzedaka d'Israël, soutenue et dirigée par les grands de la génération, ce sont des milliers de familles qui attendent notre aide. Plus que jamais, à l'occasion des fêtes, il est de notre devoir de nous mobiliser. Donner au Vaad HaRabbanim, c'est la garantie d'un don bien redistribué. Il compte sur vous. Vaad HaRabbanim, 0800 106 135, 0800 106 135 ou sur vaadharabbanim.org. Shana Tova. Caroline Fourest, directrice de la rédaction de Franc-Tireur. Franc-Tireur, c'est un journal de combat, contre les excès, contre les extrêmes. Parce que l'époque est aux radicalités, à la polarisation, à la manipulation, nous, on a eu envie de se battre pour la nuance. Franc-Tireur défendra la raison avec passion. Franc-Tireur, tous les mercredis chez votre marchand de journaux. Alexis Lacroix, directeur de la publication Actualité Juive Hebdo. Cette semaine, notre dossier événement, le climat dans tous ses états. Pourquoi le changement climatique progresse, s'intensifie, s'aggrave. Et en Israël, c'est Climate Tech qui tente de freiner le processus en cours. Un entretien exclusif avec le spécialiste de l'environnement François Gémen. Retrouvez chaque semaine Actualité Juive sur abonnement et en digital sur actualitéjuive.com. Actualité Juive, l'hebdomadaire incontournable de la communauté. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Merci de nous rejoindre sur l'antenne de Radio J. Si vous êtes avec nous depuis le début de cette émission, merci pour votre fidélité. Si vous venez de nous rejoindre, eh bien, bienvenue avec notre invité Max Boublil pour son spectacle Maximilien à la Cigale les 15 et 16 mars prochains et en tournée dans toute la France. On va passer à la suite de cette émission Max Boublil avec l'introspection et je vais commencer par citer une phrase d'Oscar Wilde qui a dit: parfois nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup notre vie entière est concentrée dans un seul instant. On va essayer de faire ça maintenant avec 10 questions, si vous le voulez bien, pour nous aider à mieux vous connaître sur la douce musique de Jérémy Ababou. Max Boublil, si vous aviez la possibilité de reprendre votre vie depuis le début, vous changeriez quoi ? Je peux me parler à moi au début ou c'est si vous pouviez reprendre un petit changement. Je travaillerais un peu plus en solo très vite dès le début. Voilà, j'écrirais plus mes trucs au début sans attendre forcément d'être employé dans des trucs. Quel conseil, c'est peut-être un peu ce que vous disiez en filigrane, vous donneriez à un enfant pour réussir sa vie ?
de faire ce qu'il a envie de faire déjà, parce que c'est rien de pire que de faire un métier qui nous plaît pas. Et d'y croire et puis de s'accrocher à ce qu'il a envie de faire. Un peu ce que vos parents vous ont... Oui, c'est vrai. Quel a été le plus bel âge de votre vie et pourquoi ? Ah, ça c'est intéressant. Je dirais déjà les 18 ans, les 18-20 ans, je dirais plus bel âge parce qu'on est insouciant, parce que on va plus à l'école, enfin pour moi. La fin de l'école et en même temps le début de la liberté. Ouais, 18-20 ans, les premières fois où t'habites un peu seul. Ouais, je dirais 18-20 ans. Quelle fut la plus grande erreur de votre vie et comment vous l'avez résolue ? Alors je sais pas si j'ai fait une erreur et si je l'ai résolue, mais en tous les cas, peut-être que le fait de pas avoir continué mes études, c'était peut-être à l'époque pour moi un petit peu au tout début un peu dur de pas avoir le bac et de se jeter dans le monde du travail tout de suite. C'était un peu dur et peut-être que j'aurais dû quand même continuer alors que j'étais pas forcément très mauvais à l'école, quoi. Ouais. Qu'aimeriez-vous faire, mais que vous ne faites pas, peut-être par peur ou pas d'être jugé ? Ah, c'est vrai. Je sais pas, je pourrais par exemple sortir un album de chansons sérieuses comme Elise Moon. Oui, ce serait une très bonne idée, j'en suis certaine. Je sais pas. Quelle est la chose que vous avez fait cette année et dont vous vous souviendrez toute votre vie ? Ah, probablement amener ma fille au collège pour la première fois. Si je vous parle d'amour, cela résonne pour vous comme quelque chose de souffrant ou de vivant ? Ça peut être souvent les deux, mais j'aimerais dire quelque chose de vivant. Voilà. Si vous pouviez changer une chose sur votre corps ou sur votre personnalité, ce serait quoi ? Tiens, j'aimerais bien avoir les cheveux blonds et lisses pour voir ce que ça fait. Max Boublil, question très sérieuse. Si vous étiez président, quelle serait la première mesure que vous prendriez ? Ah, waouh. Si c'était président, la première mesure que je prendrais, j'arrêterais de focaliser sur les. Je mettrais beaucoup plus sur l'école et beaucoup moins sur les. Enfin, tu vois, les trucs religieux de laisser les gens libres, mais peut-être payer plus de profs, qu'elles soient plus libres, que l'éducation nationale, qu'elle corresponde plus à chaque élève, qu'elle soit différente pour chacun, qu'on essaie moins de faire rentrer les gens dans des cases, parce que les enfants sont pas des moutons, et faire une école plus adaptée à ceux qui sont pas forcément adaptés pour l'école. Davantage peut-être des écoles Montessori qui aident les enfants à se déployer. En même temps, je dis ça, à un moment j'avais mis ma fille dans une école Montessori, il la foutait devant la télé, donc je sais pas, tu vois. Mais ouais, probablement en tous les cas, mettre beaucoup sur l'éducation. Pour terminer, Max Boublil, qu'aimeriez-vous que les gens retiennent de vous ? Oh là là, je sais pas, j'en suis pas à ce point-là de ma vie, mais moi, de la vie, j'essaie de m'amuser dans la mienne et franchement, pour la postérité, je laisse ça pour les pierres tombales, franchement, ça m'intéresse pas plus que ça. Merci beaucoup, Max Boublil, merci. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette séquence en podcast sur le YouTube de Radio J, radioj.fr et sur toutes les plateformes d'écoute de l'émission. Tout de suite, c'est le coup de cœur. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Et on découvre Feriel et on revient dans un instant, on découvre ce titre Face à Face. Belle écoute sur Radio J. C'était à peine hier, et si c'était la dernière fois que je te voyais, moi, je ne comprends pas pourquoi j'ai peur du face à face, peur que tu m'embrasses et que je me lasse. Je suis partie seule, je voulais voyager léger, pas dormir que d'un œil, moi, sans toi dans mes pensées, j'ai peur du face à face.
d'écouter le titre Face à Face de Feriel sur Radio J. Bonjour Feriel. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui, invité coup de cœur. Max Boublil disait en off, c'est très 80. Hein. Le synthé, c'est vrai qu'il y a un univers. Pas le chant, non, bien sûr, mais la musicalité, c'est votre premier EP, Loki d'Or, que vous êtes en train de nous faire découvrir, parce qu'on va écouter dans un instant le titre Jeter un sort. Il est sorti le 12 mai. De quoi parlez-vous dans cet EP ? Cet EP est principalement sur des histoires d'amour ratées, pour le coup. Oui, c'est un peu... Ce que je dis souvent en concert, c'est que je me venge pas dans la vraie vie parce que je trouve ça très nul. Alors je le fais en chanson, en rigolant, en dansant, et je me dis ça fait de mal à personne. Et c'est vrai, vous avez bien raison. C'est une musique très entraînante, on a envie de danser, de bouger avec vous. Comment vous avez démarré la musique ou comment elle est venue à vous ? Quand j'étais vraiment toute petite, je jouais dans ma chambre à imaginer devant mon miroir, vraiment classique, hein, comme tous les enfants. Et après j'ai découvert Johnny Cash, la country. Et je me suis dit, c'est cool le banjo et tout. Et après, j'ai écouté Tokyo Hotel. Je dois l'avouer. Il y a une influence. Et voilà, j'ai appris la guitare et voilà. Aujourd'hui, vous avez le regard face à face et vous vivez votre vie sur grand écran. Et ça me fait sourire parce que ça me fait penser à la fille de Max Boublil qui, pendant un temps, regardait la télé justement à l'école Montessori pour faire un petit parallèle. Beaucoup de sincérité dans cet album-là. Et il y a une histoire avec un Golden Pop Punk Retriever. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Dites-nous. J'adore les Golden Retrievers, je trouve ça adorable, c'est vraiment trop mignon comme chien. Et je fais du pop rock, donc c'est toujours un peu entre est-ce que c'est vraiment du rock, etc. Donc j'imagine bien un Golden Retriever vraiment mignon qui fait du punk. Pourquoi je vous pose cette question-là ? Parce que votre EP s'appelle Loki d'Or. Quand on vous voit, vous êtes toute mignonne. Et est-ce que derrière tout cela, il y a quelque chose de plus provoque justement ? Oui, c'est parce que je pense que la première impression, j'ai eu plein de situations dans ma vie où je suis très calme et mignonne, etc. Machin. Du coup, j'ai peut-être du mal à mettre mes barrières et mes limites. Et souvent, les gens ont tendance à les dépasser. Et du coup, c'est juste pour dire, je suis sympa, mais j'ai aussi mes limites comme tout le monde et j'ai pas peur de me défendre. La deuxième chanson de l'album, c'est Jeter un sort. Vous ne ferez donc pas dans la vie, mais en musique, oui. On écoute. Quand on s'est rencontrés pour la deuxième fois, moi je n'y croyais pas. Puis tu m'as demandé, est-ce que je peux t'embrasser ? Je me suis laissé tenter pour la première fois. Alors pourquoi me charmer comme ça si tu n'y croyais pas ? Regarde-moi, oui regarde-moi et dis-moi que je te plais pas si c'est vraiment ça. Well, encore une fois je n'aurais pas dû le croire. Je pensais honnête mais je n'étais qu'un poète et moi je suis trop bête. I said well, encore une fois me voilà en terrasse. À pleurer toutes les larmes de mon corps. Mais moi j'ai lui jeter un sort. Je voudrais lui jeter un sort. Je voudrais lui jeter un sort. Pour lui montrer qu'il est temps de rester dans son confort. Je voudrais lui jeter. Et vous êtes en train d'écouter le titre de Feriel, Jeter un sort. Le EP est disponible depuis mai dernier sur les plateformes. De nouveaux titres sont en cours de préparation. Feriel, est-ce que vous êtes indépendante ou est-ce que vous êtes produite ? Est-ce qu'il y a un coup de pouce ? Oui, je travaille avec Finaliste, qui est un petit label, et c'est aussi Martin et Simon qui sont en studio avec moi. Martin est le producteur, Simon est co-auteur avec moi. Et donc oui, on est principalement tous les trois. Et depuis peu, on a maintenant un booker pour les dates, les tournées. Ce qui fait que du coup vous avez joué aux 3 Baudets le 14 septembre dernier. Est-ce qu'il y a éventuellement d'autres dates en préparation où on peut potentiellement venir vous voir ? Oui, il va y avoir des premières parties. On n'a pas le droit de savoir qui. Oui. Quand on dit ça en règle générale, c'est qu'on ne peut pas savoir Mais qui. c'est en novembre, c'est bientôt. J'annoncerai sur mes réseaux. Et on va suivre ça de très près, donc sur vos réseaux Facebook, Feriel, E2LE comme mon prénom, .fever, Instagram hyper Feriel comme hyper active, hyper heureuse, TikTok hyper Feriel. Merci beaucoup d'avoir été notre coup de cœur du jour sur l'antenne de Radio J. S'il y a une petite annonce à faire ou c'est vous qui décidez. Soyez heureux. Merci
Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Radio J. Merci à vous. À très vite. Radio J. Le portrait psychologique. Comme toujours à la fin de cette émission, Max Boublil, on a pour habitude de débriefer ces minutes passées Toujours il y a une ensemble. psychologue. C'est comme une table de Shabbat, il y a toujours un psychologue. Attends, lui il est psy, il va te dire. En tout cas, je voulais vous remercier parce que vous avez été très généreux avec nous sur merci. l'introspection. Donc je pense que Judith, il y a 5 feuilles en face de moi, donc je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Elle m'a fait une Allez biographie, Judith, on c'est dirait à que je suis vous. mort, gars. C'est à vous, on a 8 bonnes minutes, on peut y aller. Bonjour Cyrielle, bonjour Max. Bonjour. Alors, je suis enchantée. D'abord, je vais dire que c'est toujours difficile avec les humoristes de faire un portrait psychologique. Bien sûr, c'est vrai. Ils n'aiment pas ça, ils interrompent en permanence, ils pensent que c'est pas ce qu'on se dit, c'est pas ça, c'est pas la bonne interprétation. C'est vrai, t'as Donc raison. c'est toujours la bataille. C'est vrai. Donc je préfère le dire au début que Non, ça. c'est vrai, elle a raison. elle a Peut-être raison. que C'est très ça se honnête. passera mieux. D'ailleurs, parfois quand Cyrielle a essayé de dire certaines choses qui vous plaisaient pas, vous n'êtes pas manqué, hein, vous n'avez pas Non. manqué de le signifier. C'est vrai, Puis il t'as va raison. m'interrompre, ça marche. Non, non, c'est Et vrai. alors- T'as raison. T'as raison. Voilà. C'est vrai. Donc, en tout cas, ce que j'ai constaté, d'abord, c'est que vous êtes drôle. Parce qu'on a bien ri pendant tout ce Ah bah, moment-là. c'est Parce que sympa, moi, merci. je suis chargée d'écouter pour savoir après comment je peux faire ce portrait. Et en même temps, la chose qui me vient vraiment, c'est que vous êtes très sérieux. Et je trouve ça assez incroyable parce que vous prenez les choses très au sérieux. Ce qui m'est venu, c'est de dire qu'en fait, vous vous moquez comme ça pour faire des blagues, mais en fait, vous vous moquez pas des autres. Quand vous travaillez avec eux, quand vous devez faire un projet, vous avez parlé de la difficulté du travail d'artiste. Je trouve que ça parle très bien parce que vous n'êtes pas du tout dans les paillettes et dans le côté bisounours. Ah, c'est génial, c'est formidable. Non, c'est dur. Et quand t'es arrivé, ben en fait, t'es arrivé juste 5 minutes, tu sais pas combien de temps ça va durer. Et puis ça peut toujours s'arrêter. Il faut recommencer à chaque fois. Il faut recommencer. Il faut travailler. Le mot travail, c'est vraiment ce que vous avez peut-être en filigrane le plus signifié, le plus dit. D'ailleurs, à la fin, vous avez dit ce que vous regrettiez peut-être, c'est que vous n'avez pas passé le bac parce que vous étiez bon, mais j'en doute pas en fait. Bien sûr que vous auriez pu avoir le bac et faire de grandes études Médecine. parce que, alors médecine, nous on aurait raté quand même, ça, on aurait regretté. Alors peut-être que un tas de gens en auraient profité, mais là franchement, ça aurait été dommage parce que ce que vous nous offrez, c'est quand même très sympathique et quand même. Il y a ce côté où vous consacrez, vous passez, parce que vous avez tellement d'expérience, et vous passez d'un art à l'autre, parce que faire du théâtre, c'est pas la même chose que chanter, c'est pas la même chose que faire du woman show, faire de l'humour, c'est pas la même chose que jouer sérieusement. Et alors, à chaque fois, et je trouve ça formidable, parce que vous dites pas, je sais pas, ça m'est venu comme ça, je l'avais en moi. Non, vous avez dit à chaque fois, j'ai travaillé, j'ai beaucoup travaillé, je m'y suis mis, j'ai appris, et il y a un respect de l'apprentissage chez vous et de l'enseignement, parce que vous avez beaucoup parlé d'éducation. D'ailleurs, vous avez dit que si vous étiez président, vous investiriez beaucoup dans l'éducation. Et d'ailleurs, avec deux choses qui ont l'air paradoxales et contradictoires, mais qui sans doute ne le sont pas, parce que vous n'avez pas cessé de dire, moi je suis libre, moi je suis libre, moi je suis libre. D'ailleurs, quand à un moment donné, je sais pas, Cyrielle a voulu dire quelque chose, elle me coupe, elle veut qu'on suive ses rails. Elle me laissait On pas va aller suivre sur ses ma rails. vanne, c'est Je pour vais me ça. faire crier Tu maintenant. m'as coupé. Alors là, on voit bien que là, il faut pas vous prendre la main et vous dire où aller. Ça, on a bien compris. Donc c'est un principe éducatif que vous avez pris de vos parents. À la fois, vous êtes critique parce qu'on entend quand même la critique derrière ça, parce que vous dites bon, alors c'est bien, mais finalement j'étais mal éduquée, comme vous avez dit. L'éducation positive qui laisse faire tout ce qu'on veut, pas se lever le matin, c'est pas une bonne éducation, ça marche pas. Donc vous rentrez dans quelque chose de très complexe, le plus subtil, c'est-à-dire que l'éducation, ça serait à la fois donner un cadre et à la fois laisser libre la possibilité de se trouver soi-même, en fait, d'accompagner le chemin d'un enfant et non pas d'essayer de le remplir comme un vase vide et qu'il faut gaver comme une oie. Et tout ça, je pense que ça transparaît à travers ce que vous avez dit. Et ça, c'est une belle leçon que vous donnez parce que à la fois, vous dites tout ça de manière très drôle. Moi, je ris parce que quand vous dites que quand vous vous moquez en passant des bobos, moi j'habite dans le 11e, enfin dans le 12e limite 11e, donc ça m'a un peu parlé. Et quand vous dites moi j'aime bien la bière, c'est un peuple qui m'a fait du mal, mais ils savent faire la bière. C'est vrai. Ils sont quand même très forts pour faire la bière également. Et vraiment là, on peut pas leur enlever ça. Là, on peut peut-être se dire qu'ils ont pas beaucoup d'humour, mais pour la bière, c'est les meilleurs.
Donc, ils ont parlé, oui, ça me rappelle cette blague, quelle est la différence entre l'humour juif et l'humour allemand? L'humour. Et donc, pas mal. vous m'avez rappelé ça. Et donc, je trouve que c'est incroyable parce que vous nous avez donné cette idée. Bon, vous m'avez rappelé un petit midrash que je raconte souvent. C'est un père qui est un grand rabbin et le fils prend sa succession et toute la communauté est là et se plaint et lui dit mais pourquoi tu fais pas comme ton père? Et il était bien, non, ton père? Il dit ah oui, mon père était magnifique et d'ailleurs je fais exactement comme lui. Il n'imitait personne et moi non plus. Donc, vous m'avez fait penser à ça. Je pense que vraiment il y a plein de choses qu'on a pu apprendre. À méditer. Bah oui, mais oui. Vous avez un côté bien sûr autodérision, mais ça c'est à la base. Alors vous parlez d'une famille tunisienne qui fait rire, qui est l'étape de Shabbat. Bah bien sûr ça inspire beaucoup l'étape de Shabbat. Parfois on a l'impression en effet qu'on se retrouve dans un spectacle et qu'on est juste à une table de Shabbat. Mais je trouve que vous avez aussi de l'humour ashkénaze parce que cette autodérision c'est quand même on retrouve les traits d'humour yiddish en fait. Donc le désespéré. Voilà. Un côté désespéré, cette blague là sur le peuple allemand. Donc quand même, ça fait beaucoup de choses qu'on a pu apprendre. Et on voit que vous êtes un artiste complet. Moi, c'est vrai, je vous ai plus découvert qu'avant et c'est vraiment une belle rencontre. On a bien travaillé, Max. Donc merci pour cette introspection, comme a dit Cyrielle, qui nous a donné la possibilité de vous dire quelques mots. Et puis ça tombe bien, on est bientôt dans Kippour, c'est l'introspection et j'ai vu que votre spectacle, vous redevenez Maximilien. Oui. Non, mais je dis, il y a quelque chose de retourner à votre prénom. Je pense que ça a du sens et j'ai envie de vous dire maintenant qu'on souhaite que prochainement vous signiez le livre de la vie, puisque c'est le moment. Merci beaucoup. Merci. Judith Cohen-Solal, notre psychanalyste que l'on retrouve tous les jeudis. Elle est psychanalyste. Elle y tient, et je le dis parce que c'est vrai que l'on retrouve tous les jeudis sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Et on finit avec du yiddish évidemment, puisqu'en filigrane il y avait de ça. En musique franchement. Et voilà. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Max Boublil, pour ce spectacle Maximilien à la Cigale les 15 et 16 mars prochains en tournée de rodage. Vous êtes actuellement en rodage et vous enchaînerez sur la tournée partout en France. Exactement. Merci pour cet échange. Merci, vraiment. avec plaisir. C'était très agréable d'être là et de finir sur Yiddish Mama, qui est une chanson qui me touche beaucoup en vrai. Qui me fait beaucoup pleurer. Merci beaucoup. Même si j'aime mieux la version de Régine, moi. Ah, vous le direz à Emma Scali, elle a choisi pour nous aujourd'hui, mais on peut se la mettre après. Merci beaucoup à l'artiste Feriel d'avoir été mon coup de cœur du jour sur Radio J, à la réalisation audio et vidéo, Philippe Sinclair, Alan Lucas et puis j'embrasse Benjamin Arnaud pour les sons. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci pour cette belle semaine sur Radio J. Je vous souhaite de très très bonnes fêtes de Kippour, c'est très important. On se donne rendez-vous mardi dès 15h avec l'acteur Michael Cohen pour la pièce de théâtre Bungalow 21. À mardi, belle journée à tous. Toujours sur Radio J. Fort.